comment est-ce qu'une famille de conseillers, une famille de l'ombre, a-t-elle pu renverser une dynastie que tout le monde considérait comme sacrée depuis des siècles? C'est l'histoire d'un des coups d'État les plus intelligents et les plus réussis de toute l'histoire. Un coup d'État qui n'a pas seulement changé une famille royale, mais qui a complètement redéfini ce que signifiait être roi en Europe. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder comment les Carolingiens eux-mêmes ont raconté cette histoire. Voilà l'image. C'est celle qui a défini pour des siècles la fin des Mérovingiens. On y voit un roi complètement impuissant, transporté dans un simple chariot tiré par des bœufs. C'est le symbole parfait du roi fainéant, une image forte, presque pathétique. Une image qui, on va le voir, a été très soigneusement construite par ceux qui allaient prendre leur place. Ces mots ils viennent directement d'Éginard, qui n'est autre que le biographe officiel de Charlemagne, le plus grand des rois carolingiens. Alors attention, il faut bien comprendre qui parle. Éginard, il écrit bien après les événements. Il n'est pas un historien neutre, loin de là. C'est de la propagande. Il est en train de réécrire le passé pour justifier le coup de force de sa propre dynastie, en faisant passer les rois d'avant pour des bons à rien. Alors, est-ce que c'était vraiment ça, la réalité? Bien sûr que non. La vérité, comme bien souvent, est beaucoup plus complexe et bien plus intéressante que le mythe. Pour comprendre comment les Carolingiens ont pu arriver au pouvoir, il faut d'abord s'intéresser à la situation réelle du royaume mérovingien. En fait, la chute des Mérovingiens, ce n'est pas l'histoire d'un roi un peu paresseux, non. C'est le résultat d'une crise bien plus profonde, une crise généralisée qui a rongé le royaume de l'intérieur. On a en fait une sorte de tempête parfaite. Imaginez un peu le tableau. D'abord, une instabilité dynastique terrible. Beaucoup de rois morts très jeunes, ils laissent des enfants sur le trône, ce qui crée des vides de pouvoir, des régences très fragiles. Ensuite, une crise économique. Pour garder la loyauté des nobles, les rois leur donnent sans arrêt des terres. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils vident leur propre trésor et perdent leur propre base de pouvoir. Et enfin, tout ça mène à une fragmentation politique où les grandes familles nobles deviennent plus riches et plus puissantes que le roi lui-même. Cet arbre généalogique, il parle de lui-même, c'est le chaos, tout simplement. Regardez cette succession de noms, ces règnes très courts, ces divisions constantes du royaume entre les frères. On voit des rois qui meurent jeunes, des territoires qui sont partagés, puis réunis dans le sang. Chaque nouvelle branche, c'est une crise en puissance, et ça affaiblit l'autorité centrale en permanence. Et c'est là que ça devient fascinant. Malgré toute cette faiblesse, même quand ils n'avaient presque plus de pouvoir réel, les Mérovingiens avaient quelque chose que personne d'autre n'avait: la légitimité. Leur lignée, leur sang, étaient considérés comme la seule, l'unique, qui avait le droit de régner sur les Francs. On ne pouvait pas juste comme ça les remplacer. Et c'est justement dans ce vide, dans cette faiblesse du pouvoir royal, qu'une autre famille, très ambitieuse, va commencer à tisser sa toile. Les Pipinides. Pas sur le trône, non, dans les coulisses. Cette famille vient d'Austrasie, une région qui se trouve dans le nord-est du royaume franc. C'est à partir de là, de leurs terres, de leurs richesses et de leur réseau de fidèles, qu'ils vont, petit à petit, étendre leur influence sur tout le royaume et finir par dominer toute l'aristocratie. Ce schéma est absolument capital pour tout comprendre. D'un côté, on a les rois mérovingiens, ce sont les souverains officiels sur le papier. Et de l'autre, on a les maires du palais d'Austrasie, la famille Pipinide. Ils dirigent en parallèle, sauf que c'est eux qui ont le vrai pouvoir: l'armée, l'administration, l'argent. Le roi règne, mais c'est le maire du palais qui gouverne. Et cette montée en puissance, elle ne s'est pas faite en un jour. Non, c'est méthodique, sur plusieurs générations. Pépin Ier a un coup de génie politique. Il rend la fonction héréditaire. Son successeur, Pépin II, réunit les régions les plus importantes sous son contrôle. Puis vient le fameux Charles Martel, le grand chef de guerre, qui devient si puissant qu'il se fait appeler prince des Francs. Et donc son fils, Pépin le Bref, hérite d'une situation incroyable. Il a tout le pouvoir d'un roi. Il ne lui manque qu'une seule chose, la couronne. Et on en arrive au cœur du problème. C'est bien beau d'avoir le pouvoir, mais comment le rendre légitime? Comment on transforme un pouvoir de fait en un pouvoir de droit? En gros, comment on fait pour légitimer ce qui est en réalité un coup d'État? La question est fondamentale. Pépin a tout, on l'a dit, l'armée, l'argent, le pouvoir. Mais il y a une chose qu'il n'a pas et qu'il ne pourra jamais avoir: le sang royal des Mérovingiens. Alors la question à 1 million de pièces d'or, c'est: comment fait-on pour devenir roi quand on n'est pas né pour l'être? Et la solution qu'il va trouver est un coup de génie absolu. C'est révolutionnaire. Il va se tourner vers la seule institution en Europe dont l'autorité morale est peut-être encore plus grande que celle du sang royal, l'Église de Rome, la papauté. Et voilà l'image qui symbolise ce basculement incroyable. Pépin ne se contente pas de prendre la couronne, il la reçoit.
il la reçoit des mains de l'Église. C'est la naissance d'une toute nouvelle forme de royauté, une royauté qui se dit sacrée. Le sacre, c'est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est une véritable innovation politique, une technologie du pouvoir si on veut. Par ce rite de l'onction, avec cette huile sainte, le roi n'est plus seulement le descendant de quelqu'un, il devient l'élu de Dieu. Sa légitimité ne vient plus de la terre, des hommes ou du sang, mais elle vient directement du ciel. Et ça change tout. Le processus se déroule en 2 temps, de manière très stratégique. D'abord, en 751, Pépin demande et il obtient l'aval du pape Zacharie. C'est le feu vert théologique en quelque sorte, pour déposer le dernier roi mérovingien. Puis vient le moment décisif, le coup de théâtre en 754. Le pape Étienne II fait le voyage lui-même pour venir oindre Pépin. C'est un acte sans précédent qui va lier pour toujours le destin de cette nouvelle dynastie carolingienne à celui de la papauté. Les conséquences de ce coup de génie sont immenses. Ça ne change pas juste le nom de la famille sur le trône. Ça change l'idée même de ce qu'est un roi, de ce qu'est le pouvoir en Europe. Voilà l'héritage fondamental. Les Carolingiens n'ont pas juste pris le pouvoir. Ils ont inventé un modèle qui va dominer l'Europe pendant 1000 ans, la monarchie de droit divin. Le roi n'est plus seulement un chef de guerre, il a désormais une mission divine, celle de guider le peuple chrétien vers son salut. Le grand palais de Charlemagne, le fils de Pépin, à Aix-la-Chapelle, est le symbole parfait de cette nouvelle ère. Ce n'est plus une cour qui se déplace sans cesse, mais un centre de pouvoir impérial, fixe, une sorte de nouvelle Rome qui rayonne sur un empire unifié par la force militaire, mais aussi, et surtout, par la foi chrétienne. En trouvant une solution à leurs propres problèmes de légitimité, les Carolingiens ont en fait créé une nouvelle question, un nouveau conflit qui va hanter toute l'histoire du Moyen-Âge. Qui est le véritable chef du monde chrétien? L'empereur, qui est oint par Dieu, ou le pape, qui est son représentant sur Terre? Cette alliance, si brillante au départ, portait déjà en elle les germes des plus grandes luttes de pouvoir à venir.